Ce n'est pas l'administration fiscale qui a renforcé sa position, c'est le Conseil d'État, qui est la juridiction administrative la plus élevée en France, qui, à l'aube du week-end du 14 juillet, a rendu 3 décisions qui ont suscité l'incompréhension parmi tous les acteurs du private equity, parmi tous les praticiens. Voilà. Anthony, tous les mois, je laisse les clés du plateau à Edwina d'European Digital Group, qui va nous parler fusion-acquisition, qui va nous parler M&A. Et ce mois-ci, elle reçoit maître Christophe Moreau, qui est un avocat associé au sein du cabinet Chamas Marcheteau. Et elle va nous parler fiscalité, la fiscalité dans une opération de M&A. Donc c'est parti pour l'interview d'Edwina. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la compréhension des opérations d'investissement. Je reçois aujourd'hui maître Christophe Moreau du cabinet d'avocats Chamas et Marcheteau pour parler fiscalité, sujet ô combien juteux. Bonjour Christophe, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui sur le plateau. Bonjour Edwina, merci pour ton invitation. Avec plaisir. Je souhaiterais aborder avec toi un sujet qui est assez sensible, mais qui est important dans les opérations d'investissement. Et ce sujet, c'est le partage de la création de valeur entre les entrepreneurs, managers et les investisseurs. Et c'est un mécanisme qu'on appelle souvent le management package. Est-ce que ça te va comme sujet aujourd'hui? Écoute, moi c'est parfait. Moi, je suis ravi effectivement d'avoir l'occasion d'échanger sur ce sujet qui est fondamental pour les managers et le monde du private equity en général. Super, alors on se lance. Est-ce que tu peux déjà nous rappeler le principe du management package? Alors, pour bien comprendre le principe du management package, lorsqu'une société a fait une ou plusieurs levées de fonds ou a fait l'objet d'un LBO, eh bien, en général, on a 2 grandes catégories d'actionnaires au capital de la société. D'un côté, les managers entrepreneurs qui portent le projet de l'entreprise, mais qui par essence ont des moyens financiers limités pour l'exploiter. Et de l'autre côté, les investisseurs financiers qui, eux, ont les moyens financiers mais ne souhaitent pas s'impliquer dans la gestion de la société. Sauf que quand des investisseurs arrivent avec des moyens financiers importants, eh bien, ils se retrouvent à potentiellement pouvoir appréhender la majeure partie de la valeur de la société. Et c'est là que le management package intervient, puisque le management package est un accord entre ces 2 grandes catégories d'actionnaires, à travers lequel les investisseurs vont accepter de rétrocéder une partie de leur plus-value aux managers afin de les récompenser des performances réalisées par ces derniers au sein de la société, afin effectivement de les récompenser et les motiver. Et du coup, quels sont les instruments, qu'ils soient des titres ou autres, qui portent le management package? Alors, tu as 2 grands mécanismes d'intéressement envisageables. D'une part, les mécanismes dits légaux ou réglementés. Oui. Ce sont des mécanismes qui considèrent le partage de plus-value comme un salaire d'un point de vue juridique, puisque c'est la contrepartie d'une activité déployée par les managers au sein de la société, mais ce salaire bénéficie sous certaines conditions d'un régime fiscal de faveur qui parfois n'a de faveur que le nom. Et ces 3 instruments réglementés, ce sont les stock options, les actions gratuites et les BSPCE. Et le défaut de ces mécanismes légaux, c'est que d'une part, ils sont soumis à des conditions très strictes. Par conséquent, on n'arrive pas à les appliquer à toutes les situations. Certains mécanismes sont surtaxés, tels que les stock options, ce qui fait qu'aujourd'hui, plus personne n'émet véritablement de stock options. Le principal inconvénient de ces mécanismes légaux, c'est que ce sont tous des mécanismes gratuits. Ce sont des mécanismes, en fait, à travers lesquels le manager ne va supporter aucun risque financier. Ça pose parfois problème lorsqu'on a des investisseurs qui, effectivement, souhaitent adopter une autre philosophie, faire en sorte qu'il y ait véritablement un alignement d'intérêts entre eux et les managers. Et du coup, donc, pour pallier effectivement les défauts de ces mécanismes réglementés, on a 2
grandes catégories d'instruments pour les management packages non réglementés. C'est d'une part les instruments dits de ratchet, à travers lesquels les managers vont investir dans des options économiques qui vont leur permettre, sous certaines conditions, de bénéficier d'une rétrocession de plus-value. Et donc, ce qu'on voit depuis plusieurs années, ce sont des management packages qui sont élaborés à l'aide d'actions de préférence. L'autre mécanisme de management package non réglementé, c'est ce qu'on appelle le sweat equity, où là, on fait investir les managers dans des actions ordinaires, donc ils maximisent leur participation au capital, et les investisseurs, eux, investissent soit dans des instruments de dette, tels que les obligations convertibles, soit dans des instruments de fonds propres, mais qui sont peu dilutifs. C'est notamment le cas d'actions de préférence à taux fixe, où là, on a en fait des actions qui donnent droit un dividende prioritaire mais plafonné à un certain taux de rendement, et la survaleur revient automatiquement aux actions ordinaires. Merci beaucoup pour ce panorama très clair, assez extensible. Mais du coup, quels sont les risques qui gravitent autour de ces instruments, qu'ils soient des risques juridiques ou fiscaux ? Alors, s'agissant des mécanismes de management package non réglementés, eh bien, depuis plusieurs années, l'administration fiscale fait peser l'épée de Damoclès d'une requalification de la plus-value des managers en salaire. Or, en France, on a des revenus du travail qui sont beaucoup plus taxés que les revenus du capital, ce qui fait qu'on aboutit à ce que les salariés se voient taxés sur leur plus-value au barème progressif de l'impôt sur le revenu, et la société qui les emploie peut se voir demander des cotisations de sécurité sociale sur cette plus-value. Donc ça appelle trois critiques principales. D'une part, il est assez incongru de demander à la société des cotisations de sécurité sociale au titre d'un accord auquel elle n'est pas partie, puisqu'en fait, encore une fois, il s'agit d'un accord entre actionnaires. Donc ça pose vraiment la question de la conformité de cette dépense au regard de son intérêt social. L'autre critique, c'est que finalement, on aboutit à traiter plus favorablement quelqu'un qui bénéficie d'un mécanisme d'intéressement gratuit par rapport à une personne qui aura investi pour certains plusieurs années de revenus professionnels au capital de son entreprise. Et puis, dernière critique, c'est que il n'est pas très juste de taxer une plus-value selon un barème progressif, puisqu'une plus-value, c'est souvent le revenu de plusieurs années professionnelles. Or, taxer effectivement cette plus-value au barème progressif, ça fait que les bénéficiaires vont être beaucoup plus taxés sur ces gains que s'ils avaient en fait acquis ce gain de manière étalée sur plusieurs années. On a entendu récemment que l'administration fiscale a renforcé sa position sur la fiscalité de ces management packages. Peux-tu nous en dire un peu plus par rapport à ce que tu viens de nous exposer ? C'est pas l'administration fiscale qui a renforcé sa position, c'est le Conseil d'État qui est la juridiction administrative la plus élevée en France, qui, à l'aube du week-end du 14 juillet, a rendu 3 décisions qui ont suscité l'incompréhension parmi tous les acteurs du private equity, parmi tous les praticiens. Voilà. Auparavant, il était même clairement accepté que on puisse faire bénéficier du régime des plus-values un manager qui avait véritablement investi des sommes importantes au capital de sa société pour bénéficier du droit à rétrocession de plus-value. Puisque c'était ça le critère qui était posé par l'administration fiscale, le fait de mettre de l'argent à risque pour pouvoir effectivement bénéficier d'un régime qui ne s'applique pas aux revenus qui font l'objet d'une garantie. Ce qu'a décidé le Conseil d'État à l'été dernier, c'est que lorsque un manager investit au capital de son entreprise, certes, effectivement, s'il y a un avantage au moment de la souscription des actions, eh bien, cet avantage doit être taxé en salaire. Et ça, bon, finalement, tout le monde est d'accord avec ce principe. Mais la nouveauté, c'est que le Conseil d'État a indiqué que la taxation de cet avantage au salaire à l'entrée ne préjugeait pas la taxation de la plus-value à la sortie.
Et cette taxation de la plus-value, selon le Conseil d'État, doit être faite selon le régime des salaires à partir du moment où on arrive à faire un lien entre la possibilité qui a été donnée au manager de souscrire des titres et sa qualité de dirigeant ou de salarié, et ce, quel que soit le risque financier pris par cette personne. Et donc, ça remet en cause, finalement, toute la pratique des management packages récentes qui était de faire investir financièrement des managers dans des instruments financiers à des conditions de marché, de sorte à ce qu'ils puissent véritablement bénéficier du régime des plus-values. Mais du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, il est encore très tôt d'avoir des recommandations miracles. Mais s'il faut donner quand même quelques pistes de réflexion ou de commencer à réfléchir à structurer des management packages différemment, est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes? Écoute, tant que le législateur ne se sera pas saisi du problème et compte tenu effectivement du risque pesant dorénavant sur les management packages réglementés, il faut essayer de s'insérer dans la mesure du possible dans les mécanismes légaux. Et donc on a les BSPCE, les actions gratuites qui peuvent être des actions gratuites de préférence, qui peuvent apporter certaines marges de manœuvre permettant d'aboutir aux mêmes objectifs que les management packages. Quand on n'arrive pas à utiliser ces mécanismes parce qu'on ne remplit pas les conditions, à ce moment-là, ma recommandation serait de privilégier les instruments de sweat equity que j'évoquais tout à l'heure, puisque ces instruments, l'administration a toujours voulu les requalifier en salaire, mais elle n'est jamais parvenue à trouver le fondement juridique opportun pour le faire. Merci Christophe pour tous ces éclairages, surtout sur un sujet assez complexe et très dense. Je souhaiterais passer aux questions de vérité. Donc en gros, je te pose quelques questions et tu dois y répondre assez rapidement, du tac au tac. Action gratuite ou BSPCE? BSPCE. Île Caïman ou Suisse? Suisse. Suisse. Et pour les vacances? Et pour les vacances, Suisse aussi peut-être. Un management package en crypto-monnaie, bonne ou mauvaise idée? Une bonne idée en faisant quand même attention puisque aujourd'hui on est face à des dispositifs qui peuvent parfois avoir une sécurité qui pose question. Un message à l'administration fiscale? Mais le message que j'aimerais porter à l'administration fiscale, c'est qu'on a un pouvoir exécutif qui, depuis 2017, se dit aux côtés des entrepreneurs, se dit à la tête d'une Startup Nation. Il n'est pas possible que l'administration fiscale, la position de l'administration fiscale, soit à rebours de ce discours. Et la plupart des managers que je côtoie ont véritablement le souci de l'intérêt général, ne demandent même pas à bénéficier d'une optimisation quelconque, ils demandent simplement à pouvoir investir financièrement au capital de leur entreprise sans être taxés 2 fois plus qu'un investisseur lambda. Et donc cette demande m'apparaît tout à fait légitime et il est temps que l'administration accepte de travailler sur un projet de loi qui permettrait une sécurisation totale des management packages et de leur fiscalité. Super, merci encore Christophe pour cette interview. Merci à toi. Vraiment hyper constructive et instructive. On se dit à bientôt dans un nouvel épisode. Vincent, c'est à toi.